Donc maintenant, je vais donner la parole bientôt à Raoul Arenal. Alors Raoul Arenal est chercheur à l'Institut des nanosciences et des matériaux de l'Université de Saragosse. Il y dirige le groupe Nanoscopy on Low Dimensional Materials. Il commence sa carrière au CNRS dans le laboratoire d'études des microstructures à l'ONERA, où il restera 5 ans avant de rejoindre Saragosse. Avec plus de 300 publications, il a une renommée internationale et il est, par exemple, chercheur invité permanent au Laboratoire national d'Argonne aux États-Unis. Membre du comité exécutif de nombreuses sociétés savantes, il organise aussi des colloques internationaux récurrents. Et plus près de nous, il anime depuis 2018 le colloque nanomatériaux des congrès matériaux de la Fédération française des matériaux. Voilà, euh, tu as la parole, Raoul. Merci. Bonjour Sylvie, bonjour à tout le monde. Merci bien, c'est un plaisir de présenter un peu les travaux qu'on mène en microscopie électronique en transmission. Et comme Emmanuel l'a dit, on va être très juste en temps, donc je vais essayer de faire un overview, mais d'une façon assez rapide. Et donc on va commencer, et attendez si j'arrive à changer les pointeurs. Oh, bon, et comme Sylvie l'a dit, et je viens de ce laboratoire de microscopie avancée à Zaragoza, qui est ici au milieu entre Madrid et Barcelone, et on a cette facility, c'est National Facility for Electron Microscopy, mais bon, ça c'est secondaire. Donc ça, c'est les plans un peu de mon exposé. Je vais faire, comme je viens d'annoncer, une brève introduction sur les nanomatériaux carbonés, et un complément de ce qu'a fait Emmanuel. Après, sur la microscopie électronique en transmission. Et on va essayer de voir ensemble quels sont les meilleurs exemples pour illustrer un peu les capacités qu'on a, en microscopie électronique en transmission pour étudier ces types de matériaux qui, des fois, peuvent être assez complexes. Donc, on connaît bien l'élément caron et la possibilité qu'on a avec ces quatre électrons dans la bande ces quatre électrons des balances pour faire des différentes liaisons et différentes hybridations. On peut voir qu'on a SP3, on a vu les nanodiamants, on verra d'autres exemples par la suite. SP2, les graphènes, les nanotubes, ou SP comme les chaînes linéaires et d'autres molécules. Après, si on passe à l'échelle nano, on voit déjà ce qui a été un peu le boom dans les années 80, 90 du siècle dernier, donc l'apparition, la découverte des fullerenes en 85 et par Clotho et Carl en Smalley. Et on voit l'apparition aussi, et la découverte des nanotubes. Il y a toujours la controverse si c'est bien dans les années 50, bon, je pense que c'est le cas, ou bien avec les travaux de Jim par microscopie électronique en transmission aux années 91. Et après, les graphènes qui bien, si a été bien étudié depuis déjà les années 70, même 90. Bon, l'isolation aux années 2000, hein, 2004 à Manchester par Gain et Novoselov a permis bien de travailler sur ces graphènes et d'étudier ces propriétés et, électroniques et d'autres. Et donc, ça a valu les prix Nobel. Maintenant, du côté microscopie électronique en transmission, j'ai mentionné déjà quel a été le rôle, par exemple, pour la découverte et l'interprétation des nanotubes de carbone, mais ça a été aussi le cas pour d'autres structures carbonées. Et ici, vous voyez des articles de revue où vous pourrez voir un peu quels a été les aspects historiques, et un peu des travaux de microscopie électronique en transmission et sur ces types de nano-objets. Donc, et on connaît bien que si on doit aller à l'échelle nano ou nanométrique ou même à l'échelle atomique, on n'a pas tellement de possibilités comme technique ou comme instrument. On a simplement la microscopie électronique en transmission ou bien la microscopie des sondes Avalias, donc AFM, STM. Donc c'est là, c'est l'atomique, on s'approche déjà strong. Et donc les types d'études qu'on doit faire sont assez particuliers et vous verrez qu'il y a beaucoup d'aspects
qui demande la complémentarité aussi avec les simulations pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Côté thème, comme je vous le disais, j'ai simplement 25 minutes pour tout illustrer, donc la technique, pour la laisser pour un autre moment, mais ce que je voulais vous montrer, c'est un peu quelles sont les techniques les plus courantes et celles qu'on va voir un peu pour l'étude de ces matériaux. Donc, on a un microscope thème qui peut être conventionnel ou corrigé, mais bon, on a ici à gauche, et quand on travaille avec un faisceau parallèle, et on pourra faire la haute résolution, l'imagerie de haute résolution, que c'est une technique d'interférence des sondes et qu'on va créer de l'interaction de ces faisceaux d'électrons avec notre échantillon, ou bien quand on a une sonde ponctuelle qui peut être même à l'échelle au-delà de l'instrument, donc vraiment à l'échelle atomique, on a cette sonde, on peut la balayer sur la surface de notre échantillon et on pourra aussi obtenir des informations et récupérer différents signaux qu'on pourra examiner en termes d'image ou bien des diffractions ou bien des spectroscopies qui sont reliées. Ici, vous voyez un peu quels sont les modes de fonctionnement qu'on a en thème. On fait la haute résolution. Donc, on a notre objet toujours ici sur lequel on va incider avec, dans ces deux cas, avec un faisceau plus ou moins parallèle, et en jouant avec cette lentille, qui est assez importante, c'est pas si importante comme la lentille objective qui va former la première image de notre objet, mais il y a cette lentille intermédiaire qui nous permettra de sauter la création d'une image à l'obtention d'un cliché de diffraction. Et donc, voyons ici ces images déjà bien connues sur des nanotubes de carbone. Moi, je vous présente, vous avez annoncé des Sumijima en 91, où il montre réellement et il interprète les images par ces nanotubes, ces espèces cylindriques d'une dimension. Et qui sont composés par différentes couches de graphène enroulé. Et en bas, la diffraction électronique, on la verra ensemble par la suite. Si on veut faire des aspects un peu plus analytiques, dans ce cas, on peut utiliser un microscope à balayage. Et donc, ce schéma, c'est un microscope à balayage assez spécifique ou dédié. Donc, en tout cas, même si on voit que le schéma, c'est à l'envers, c'est tout à fait les phénomènes, c'est toujours les mêmes. On a notre source d'électrons, on va incider sur notre échantillon, et l'interaction de ces électrons avec les atomes, donc avec les électrons de ces atomes, il va créer plusieurs phénomènes et on pourra collecter différents signaux. Et donc, on pourra faire l'imagerie, comme on voit ici à gauche, HADF, donc High Angle Annular Dark Field. Donc, ce sont des images très intéressantes parce que, comme on les verra, l'intensité qu'on voit dans cette image, dans ces pixels, est reliée au nombre atomique ou à la densité atomique. Donc, on a directement accès à des aspects analytiques, de composition. On peut faire aussi collecter des rayons X qui vont être émis par l'interaction de ces électrons avec notre échantillon, et donc faire tout ce qui est la spectroscopie des rayons X et avoir des informations chimiques. On peut également collecter des signaux la perte d'énergie qui vont perdre ces électrons originaux et quand ils vont passer dans l'échantillon et faire la spectroscopie des pertes d'énergie. Ici, on voit à gauche, dans ces côtés-là, tout ce qui est les aspects chimiques. Donc, on va étudier l'échelle d'absorption et donc les pertes qu'on appelle lointaines.
Et les pertes proches sont ici à droite, où on va étudier les propriétés plutôt physiques. Donc, on pourra avoir des informations sur les plasmons, les phonons, et même mesurer des gaps optiques et d'autres. Et donc, la dernière technique qu'on pourrait aussi coupler, c'est avec la cartoluminescence. Ce sont des choses qui se font par exemple au LPS, à Orsay, et avoir aussi des informations complémentaires sur les propriétés physiques des optiques et électroniques de nos matériaux. Il y a d'autres techniques, il y a bien d'autres techniques qui peuvent être développées au thème et aussi sur les nanomatériaux carbonés. Mais voici cette liste ici et je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'aurai pas le temps et bon, je n'aurai pas non plus le temps de vous présenter des exemples sur ces techniques, mais vous pourrez les trouver dans la littérature. Donc, maintenant, on va déjà sur le cœur de l'exposé. Donc, on va étudier différents aspects de ces matériaux. Et donc, le premier aspect, quand on fait la microscopie, ça va être connaître la structure de ces objets. Et pour cela, on a plusieurs techniques de microscopie, mais en particulier ce qui est la haute résolution TEM ou STEM et la diffraction électronique. Et j'ai choisi plusieurs exemples de ces matériaux de ces nanomatériaux carbonés pour illustrer un peu jusqu'où on peut aller. Et la première chose qu'on peut voir, c'est les rôles assez importants qu'il y a eu la microscopie électronique pour l'étude ou dans l'étude de ces matériaux. Et ça, ce sont des travaux, par exemple, que je vous montre ici à gauche, de Yannick Meyer, et quand il était à Berkeley. Et ils sont permis et bien illustrés de façon directe et on a affaire réellement à la monocouche atomique de carbone, donc bien du graphène. Et ça levait ça, ça soulevait ou ça a fait éliminer des problèmes qu'on avait depuis les années 30, où il disait qu'une couche monatomique d'un matériau DD, lequel serait réellement stable et qu'on ne pourrait pas jamais l'obtenir, parce qu'il y aurait ces fluctuations thermiques qui feraient qu'il collapserait et qu'il ne serait pas réellement quelque chose avec lequel on pourrait travailler. Donc, ce type de travaux par microscopie électronique de transmission ils ont permis de bien voir pour la première fois la monocouche et comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il n'y a pas ces problèmes de stabilité. Ce qu'on peut voir, on le voit dans ce schéma, c'est que c'est une structure, quand il n'y a pas de substrat, qui est un peu ondulée et que ces ondulations, ces wavy structures qu'on peut voir ici, et elle permet d'une façon de stabiliser les matériaux. D'autres informations qu'on peut avoir par microscopie électronique et qui sont très importantes quand on travaille sur ces objets, c'est les nombres de couches, les défauts, s'il y a quel type d'impuretés que tu peux avoir sur ces objets et qui ont toujours d'impact sur les propriétés et donc les applications de ces objets. Et voici ici plusieurs exemples, aussi bien des matériaux 2D comme les graphènes et comme les nanotubes ou d'autres matériaux en D. Vous voyez qu'il est possible d'étudier des défauts et voir ici un joint de grains entre ces deux grains de graphène et voir qu'il y a la présence des heptagones et des pentagones. Et ces travaux assez intéressants et qu'on voit au centre, où on fait des études dynamiques sur un défaut particulier que c'est les Stonewalls. Les Stonewalls, c'est la combinaison d'heptagones, et comme je vous le disais, vous pouvez aller sur cet article et voir qu'il y a des vidéos qui ont été enregistrées, et on voit comment est-ce que ces défauts ils bougent avec les temps. Et ces travaux de Quentin Ramas, Super STEM, Royaume-Uni, où on voit qu'on a la monocouche de graphène sur laquelle il y a un atome de silicium la forme d'un atome, donc, et c'est un dopant et qu'on peut réellement distinguer parce que, comme je vous le disais, ces images
l'intensité est proportionnelle au nombre atomique. Des travaux très intéressants aussi de Jamie Warner, qui montre, quand il était à Oxford, qui montre qu'il est possible, dans un nanotube de carbone, bien mesurer avec précision son diamètre et son hélicité, donc bien connaître les nanotubes, mais pas simplement ça, connaître aussi les contraintes et tous les aspects mécaniques de ces nanotubes. Et donc, et ça directement avec la microscopie électronique en transmission et des travaux, par exemple, comme je vous montre ici à droite en bas, en collaboration avec Marmontieu à Toulouse, où on peut voir que la présence de ces nanocônes qui finissent par des nanotubes de carbone et étudier en détail les types de défauts qui sont reliés à la croissance de ces objets. Et si on passe maintenant sur les matériaux SP3, donc diamant, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que la microscopie électronique en transmission permet aussi de comprendre des transformations sur ces propriétés électroniques. Ça, c'est un exemple d'une collaboration avec les groupes de Dieter Gruen au Argonne National Lab. Et donc, il faisait, bon, ils ont été les pionniers créer des nanodiamants en couche mince, en film, et il voyait que quand il ajoutait de l'azote pendant la synthèse plasma cellulaire de ces objets, il y avait une modification de ces propriétés électroniques. Il passait d'un isolant à presque un conducteur, comme on le voit ici en termes de conductivité. Et donc, il fallait comprendre quelle était la transformation aussi qu'il pouvait avoir dans les films. Et c'est une transformation, comme on le voit clairement, aussi morphologique. Et on peut étudier plus en détail par autre solution qu'est-ce qui se passe. Donc, on a des nanodiamants, ces filaments qui se forment ici, ce sont des filaments en diamant, des petits blocs de diamants qui sont entourés par SP2. Vous voyez ici les couches graphéniques et aussi les joints entre les crânes qui sont assez intéressants. Là, j'ai couplé aussi avec les LILS, ce sont des travaux que j'ai publiés bientôt, et il y a des analyses assez poussées sur ces types d'objets. Et comme je vous le disais, la microscopie électronique, elle est réellement au cœur. Il faut penser que depuis les débuts de la microscopie électronique, depuis déjà les années 40 du siècle dernier, et les matériaux carbonés ont été étudiés. Et beaucoup de ces objets, comme je le disais, ont été interprétés et même découverts grâce à ce type d'études. Voici quelques autres exemples. Donc, je vais vous parler, ça c'est tout ce qui est la partie imagerie. Voyons maintenant des fractions. Les fractions, comme vous le savez bien, ils donnent aussi plus d'infos, peut-être, et plus, des fois plus reliables les informations sur les matériaux, l'étude des matériaux. Et dans ce cas, je vais vous illustrer les capacités qu'on a pour étudier les nanotubes de carbone et les graphènes à l'échelle réellement de ces caractéristiques cristallines. Donc, un aspect que vous connaissez déjà peut-être bien, c'est que ces nanotubes de carbone, ils peuvent être semi-conducteurs ou métalliques. Depuis la synthèse, c'est très compliqué de les séparer. Et donc, ces aspects des propriétés électroniques sont reliés à des aspects des structures. Et donc, on voit qu'on peut passer des nanotubes à serre, à zigzag. Et il faut aussi connaître ce qui est ces indices chiro et nanem qui sont reliés à la réseau cristallin de ces nanotubes et qui peuvent être, sont les indices qui réellement identifient l'objet. Donc, quelles sont les techniques auxquelles on peut accéder pour avoir ces informations sur les nanotubes? Et il y a des techniques directes ou des techniques indirectes. Et parmi les directes, je pense que vous le verrez que la diffraction électronique est peut-être au cœur de ce type d'analyse. Et donc,
On peut le faire aussi en autre solution. Il faut se placer dans des conditions très particulières d'imagerie ou avoir un microscope corrigé l'aberration. Et dans ces cas, bon, obtenir des informations aussi bien que sur le diamètre que sur l'hélicité, que c'est comment est-ce qu'ils sont orientés ces plans des graphènes, même si ces graphènes enroulés, comme je vous disais tout au début. Et donc, la diffraction électronique, voyons un peu comment ça se passe. On connaît bien, on a on a les réseaux hexagonales du graphène. Et si on va dans l'espace réciproque, on va voir ces tâches de diffraction. Vous le voyez ici, c'est difficile peut-être de le voir, mais ça, c'est une couche de graphène de plusieurs microns, vous pouvez le voir. Donc, on peut mesurer la qualité de ces graphènes et s'il y a des différentes orientations parce qu'il pourrait agir pardon, des différents grains. Et donc, tout ça, la diffraction électronique, c'est bien pertinente. Et si maintenant on va à l'étude des nanotubes, on peut considérer qu'un nanotube monoparoi, il s'agit des deux couches des graphènes. On peut les voir ici, par exemple. On voit qu'il y a ces types d'objets et on peut, si on fait la diffraction, avec un faisceau perpendiculaire, on pourrait considérer qu'on a deux feuilles de graphène là, et c'est pour ça qu'on a un réseau des tâches de diffraction, et 12 tâches de diffraction qui viennent de la superposition de ces deux feuilles. Voici quel est le type d'étude. Vous voyez ici un tube monoparoi, et ça c'est l'image. On passe à la diffraction, ça c'est les clichés de diffraction. Il y a la première chose qui peut nous surprendre, c'est qu'on ne voit plus des tasses, sinon on voit des lignes de diffraction. Et ça c'est lié à la translation en D des répétitions en D ces cellules unitaires. Et donc, on peut interpréter tout cela, vous pouvez voir ça dans cet article, et mesurer aussi bien le diamètre, après d'après les analyses de cette ligne équatoriale, cette ligne ici, ou bien mesurer aussi l'hélicité. Et avec l'hélicité et le diamètre, bien savoir quel est le nanotube, on peut faire de la simulation à côté, savoir quel est bien le nanotube auquel on doit faire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a la possibilité de faire croître les nanotubes des grande longueur. Ça, ce sont des travaux de Vincent Jourdain avec lesquels j'ai collaboré. Il fait croître les nanotubes et monoparois ou des plusieurs couches et de quelques microns, même millimètres, sur ces grilles thèmes. Et on peut suivre ces nanotubes et voir que, par exemple, son hélicité, son diamètre ne change pas. Donc, on a affaire toujours les mêmes nanotubes, et même s'il y avait des faux, les faux, ils n'ont pas une influence sur ce qui est l'hélicité et les diamètres du tube. Et ça, c'est aussi des travaux intéressants, aussi bien dans le groupe de Montpellier, le groupe de Mathieu Payet et des Jean-Louis Sauvajol, où on peut voir qu'en travaillant sur ces nanotubes de grande longueur qui vont faire croître sur des fentes, on pourra coupler les analyses thèmes, faire la diffraction, la haute résolution, même l'ellipse, avec des techniques macroscopiques comme les Raman, l'absorption optique ou d'autres techniques d'optique pour bien étudier à la fois les structures cristallines et savoir quel est le nanotube auquel on va faire, et étudier les propriétés électroniques ou optiques réellement en détail. Donc, le deuxième aspect que je voulais vous montrer, c'est les études de composition, les aspects chimiques et arriver à la configuration atomique de ces objets, de ces nanomatériaux carbonés. Et donc, pour ça, on va faire des études de perte d'énergie, des spectroscopies de perte d'énergie, donc ILS, et on verra plutôt simplement de ces aspects, donc la spectroscopie de perte d'énergie quand on a accès à des sondes atomiques, des sondes moins d'un astron, et voyons quelles sont les possibilités qu'on a. Et ici, je vous montre trois exemples. Je pense qu'ils vont permettre d'illustrer bien les défis qu'on a et les avantages qu'on peut avoir. Ça, ce sont des travaux à gauche des Casus Sonara
au Japon. Donc, on peut voir ici une couche monatomique des carbone, du graphène, et vous voyez qu'on peut résoudre les réseaux, les hexagones, les carbones. Et il a pu faire étudier les atomes individuels dans ces réseaux et voir, vous voyez ici les seuls cas du carbone, et il peut avoir accès à quelles sont les signatures, quelle est la configuration atomique des différents atomes, celui-là par exemple au centre du réseau, ou bien à l'edge, dans l'edge, et on peut voir que la configuration et la réponse de ces objets, de ces atomes, elle est différente. Et à droite, ce sont des travaux de Warner, où il a fait pas simplement l'étude par spectroscopie de perte d'énergie, mais aussi bien, il a modifié, il a fait des graphènes pour créer des nanorubans, et, des nanorubans, et donc il est possible aussi d'étudier quelles sont les signatures de ces différents atomes dans les nanorubans. Et un autre travail qui est aussi, je pense, assez marquant, ça vient aussi des Casus-Schwenner. Donc, vous voyez que sur une feuille des graphènes, il y a des atomes, dans ce cas des fer et des chromes individuels. Il peut sonder ces atomes et sonder quel est son état de spin. Et donc, même jouer avec et contrôler quelle est réellement sa réponse des spins. Et donc, c'est un peu les rêves d'un spintronique, c'est arriver à des cas comme ça, et à une autre celle que celle qu'on a dans un microscope électronique. Mais ça permet d'illustrer jusqu'à où on peut aller en microscopie électronique en transmission. Et d'autre part, ce qui concerne les nanotubes de carbone, et je vous ai dit qu'il y a des nanotubes qui sont semi-conducteurs métalliques, et j'ai mentionné aussi que c'est très difficile de mesurer ou de différencier les métalliques ou les séparer, non, le métallique et les semi-conducteurs. Une possibilité qu'on a toujours, c'est doper ces nanotubes et avec l'objectif de contrôler ces propriétés optoélectroniques. Il y a différentes sortes, et Emmanuel il a mentionné qu'il remplit aussi les nanotubes. Et c'est vrai, je ne vais pas présenter des travaux sur ce type d'aspect, mais l'idée, c'est un peu aussi la même, c'est la fonctionnalisation de ces objets. Donc, l'exemple que je vais vous montrer, c'est les dopages avec de l'azote de ces nanotubes monoparois. Comme vous le voyez ici, et par imagerie d'autres solutions, c'est très difficile de savoir s'il y a de l'azote dans ces nanotubes, en sachant que le contenu d'azote est très, très faible. Et on peut voir qu'il y a la présence de défauts, aussi bien ici comme ici, la présence d'une lacune. Mais ça n'indique pas qu'il y a de l'azote impliqué ou présent dans ces objets. Donc pour cela, il faut coupler avec la spectroscopie des partenaires d'énergie. Ça, ce sont des travaux que j'ai menés à terme avec les groupes de Odile Stéphane et Mathieu Kossiak à OLPS. Ce sont, vous voyez, ce sont des nanotubes monoparois de carbone dopés à l'azote, censés être dopés à l'azote. Et si on fait l'imagerie, on voit ces trois nanotubes. Celui-là, on peut le considérer un nanotube individuel, non? On peut l'étudier de façon séparée. Et vous voyez ici, on peut résoudre un peu les réseaux, et on voit que la tasse là, c'est un peu plus intense. On peut faire des dissimulations et filtrer les images, et voir que oui, que l'intensité, si on fait un profil d'intensité sur cet atome, il est un peu plus grande, donc comme c'est proportionnel au nombre atomique, et on a de l'azote, on pourrait avoir de l'azote. L'azote, c'est simplement un électron de plus par rapport au carbone, mais on peut voir que ça pourrait être la présence de l'azote. Mais comme je vous le disais, il n'y a pas une preuve réellement directe, c'est la spectroscopie qui pourrait donner ce type d'études. On va le faire. On a fait la spectroscopie résolue spatialement, comme dans les autres travaux que je viens de vous présenter. Et on peut voir qu'ici, dans cet atome individuel qu'on a ici, et on a les cas de carbone, mais on a aussi les CK, la présence de CK de l'azote. Donc on a un atome d'azote, et on peut l'étudier plus en détail et voir qu'il s'agit
atome d'azote réellement dans une configuration de substitution. Il va remplacer un atome de carbone par cet azote. D'accord. Et jusqu'à présent, tout ce que je vous ai présenté, ce sont des projections 2D, des études des images, ou bon, des fractions aussi, mais on sait que les objets en 3D sont bien plus compliqués. Il faut avoir accès aussi à ces infos, parce que des fois, on peut être biaisé dans l'interprétation d'un objet si on n'a pas réellement la structure 3D. Et ça, c'est grâce à la tomographie électronique qu'on peut avoir ces informations en 3D. Et si je vous présente un exemple en collaboration avec Ovidio Edsen de Strasbourg, et c'est aussi sur des nanotubes, et dans ce cas multiparois dopés à l'azote, contenant 15% d'azote, donc avec des grandes quantités d'azote incorporées dans les réseaux. Et on peut voir que quand on a cet azote, la géométrie, la morphologie des tubes, elle est modifiée. On peut voir la formation, pas simplement de ces arcs plus ou moins arrondis qui sont bien connus dans les nanotubes multiparois de carbone, mais aussi des arcs transversales. Et on a fait la tomographie, dans ce cas, filtrée en énergie. Donc, je ne vous présente pas la technique, mais la technique en soi, de tomographie, ça consiste à acquérir une série d'images à différents angles de tilt. Et dans ce cas, en plus, couplé avec l'EFTEM, donc la microscopie TEM, mais filtrée en énergie, un peu similaire au complémentaire à l'IELTS. Le principe de base est toujours le même. Et donc là, on aura accès aussi des infos 3D, mais chimiques. Et bon, je vais réellement à la fin qu'il est possible de voir la différence entre les deux géométries des arcs, ou bien que ce sont des arcs arrondis, qui sont plus ou moins les standards, avec un contenu un peu plus faible d'azote, et les arcs dont je vous disais transversales, qui sont réellement prismatiques, où le contenu d'azote il est un peu plus important. Mais donc, avec ces images 3D, on peut réellement avoir à la fois la composition, parce qu'il y a la partie chimique, mais aussi les aspects des géométries et des morphologies. Et finalement, je vais vous présenter aussi des possibilités qu'on a en thème in situ. Et pour cela, je vais revenir sur les graphènes oxydes et les graphènes oxydés qu'Emmanuel a déjà introduit. Et donc, on a dans mon groupe plusieurs travaux sur ce type d'aspect. Et on va voir la réduction in situ de ces graphènes oxydes. Et donc, et voyons comment est-ce que tout se passe. Le graphène oxyde, ou l'oxyde de graphène, et Emmanuel il l'a évoqué légèrement, mais c'est un matériau qui, même si c'est un matériau planaire et qu'on considère un matériau, c'est un matériau 2D, et qu'il y a les monts graphène là, ce n'est pas du tout un graphène standard, et même c'est pas réellement un graphène sp2, il y a beaucoup de sp3 parce qu'il y a ces groupes fonctionnels. Comme les carboxyles, les carbonyles et tout ça. Et il y a, comme Emmanuel l'a présenté et il a déjà mentionné, beaucoup d'eau associée à ces graphènes oxydes. Et donc, vous voyez que, par exemple, le fait qu'il y a des d'eau physisorbée ou chemisorbée, et il fait que la distance entre les couches de graphène ou des couches plus ou moins graphéniques et peut être presque un nanomètre au lieu des 0,33 ou 0,34 qu'on voit dans les filières sur graphine ou au graphite. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est étudier ces réductions qu'on a vu déjà précédemment, des thermiques dans ce cas, même s'il y a d'autres façons de faire ces réductions, et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à ces matériaux quand on part des graphènes oxygène et oxyde de graphène, et on obtient ces graphènes oxydés mais réduits. C'est une collaboration avec des gens d'ici de Zaragoza,
Wolfram Mass et Alan Lee. Je rentrerai pas dans les détails. Il y a beaucoup de diffractions, d'autres solutions et surtout des pertes d'énergie qu'on a mené à terme en parallèle et pour étudier cette réduction. Il y a plusieurs paramètres, 5 paramètres différents qui ont été suivis quand on fait ces réductions thermiques. Et je rentre, comme je dis pas, comme je dis pas dans les détails. Les premiers travaux, c'est ce type de travaux où on a fait et on a mis des graphènes oxydes, c'est sur des films, plusieurs couches, et on les a chauffés comme si on serait dans un four. Et voici donc un peu les détails de l'expérience. Et on a choisi deux différentes gammes de températures, ou bien jusqu'à 300 degrés, ou après à 1200 degrés. Et on a vu quelle est l'évolution de ces graphene oxydes et savoir à quelle température tous ces groupes fonctionnels et l'eau qui est présente commencent à disparaître et commencent à s'organiser réellement déjà un réseau plus SP2 et laisser à côté un peu la partie de la contribution SP3. Donc, ça, vous pouvez le voir dans cette publication. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais comme je vous l'ai dit, il y a tous ces aspects à différentes températures qui ont pu être suivis. Et vous voyez qu'on passe d'un graphène oxyde, que c'est un matériau amorphe, à un matériau qui est réellement graphitique à la fin quand on arrive à 1200 degrés. Le deuxième travaux, c'est aussi de la réduction thermique de l'oxyde de graphène. Mais dans ce cas, on va appliquer, au lieu de chauffer l'objet, on va les chauffer, mais en appliquant un courant. Donc, par effet Joule. Et on va aussi avoir accès à étudier la transformation des matériaux et en parallèle avoir accès à ce qui est très important dans la réduction des graphène oxyde, à les changements de conductivité. D'accord. Ça, ce sont des travaux menés par Simon Herbert, qui est postdoc dans mon groupe. Et on a fait, comme je viens de mentionner, les mêmes types d'études en microscopie. Donc, on a couplé autres solutions, diffraction et ILS. Et en plus, on a suivi les changements de conductivité. Et on voit clairement aussi quels sont qu'à un moment donné, on réduit presque complètement les graphène oxyde et qu'on arrive à avoir presque un conducteur qui a presque 3000 Siemens par mètre de conductivité, ce qui est réellement quelque chose qu'on ne peut plus considérer réellement un ISO. Et dernièrement, on est en train d'appliquer ce type d'études. On a on a fait des protocoles pour bien déposer ce type d'objets, des films de façon individuelle et bien propre, les connexions plus parfaites qu'on a pu faire, et couplé avec d'autres spectroscopies en parallèle, comme XPS, Raman, et suivre toutes les modifications qu'on a bien étudiées en microscope par des méthodes macroscopiques. Et aussi bien, on peut faire que ces films oxyde de graphène ou d'autres films carbonés peuvent permettre aussi la croissance des nanoparticules de façon contrôlée en appliquant des courants. Et ça, ce sont des travaux qu'on vient juste de publier. Donc, il est possible de s'en servir de ces matériaux carbonés comme aussi un support pour la croissance des nanoobjets. Et donc ici, bon, avec les temps que j'ai pu, j'ai essayé de vous montrer quelles sont les potentialités qu'on a en thème, quelles sont les différentes techniques et jusqu'à où on peut arriver dans l'étude de ces matériaux carbonés. Et je pense que ça a permis d'avoir une idée un peu globale de ce qu'on fait en microscopie et jusqu'à où est-ce qu'on peut aller dans ces objets. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est des études et
des propriétés physiques. J'ai pas eu le temps, mais bon, ce sont des aspects aussi intéressants. Donc, je tiens aussi à remercier les différents collaborateurs, mon groupe, les financements. Et Sylvie l'a mentionné, bon, j'ai évolué aussi en annonce. Si ça vous intéresse, tout ce qui est cette communauté un peu de nanomatériaux carbonés, on organise en début janvier de l'année prochaine la 6e édition de cette conférence Hétéro Nanocable. Je pense que bon, ça pourrait vous intéresser. Et je voudrais aussi faire un peu une annonce sur cette conférence. Donc, merci bien. Et si vous avez des questions, on peut interagir. Merci Raoul pour ces belles analyses multi-échelles, multi-techniques, et puis surtout qui permettent de comprendre les mécanismes qui rendent compte des propriétés de ces nanomatériaux. En fait, donc, nous avons pris pas mal de retard. J'ai pas de questions dans le chat, donc on va peut-être arrêter maintenant la discussion. Je vous remercie, Emmanuel Flao et Raoul, pour ces présentations.